Voilà, bonjour à tous. Je vois qu'on est déjà avec 37 personnes présentes, donc bienvenue à toutes celles et ceux qui se sont déjà connectés. Je propose qu'on attende encore quelques minutes pour laisser le temps aux dernières personnes de rejoindre le webinaire et puis on va pouvoir commencer. Voilà, en attendant, nous sommes une petite cinquantaine déjà, donc merci beaucoup pour l'intérêt que vous portez à ce séminaire et je propose qu'on commence directement. Voilà, donc aujourd'hui, mon collègue Mathieu Thomas et moi-même, nous allons vous parler des pièges à éviter lors de l'établissement et le dépôt d'une offre dans le cadre des marchés publics. Alors, une petite présentation quand même du bureau qui continue de s'agrandir. Le bureau est historiquement implanté à Anvers, mais nous sommes désormais toute une équipe à votre service également dans notre cabinet bruxellois. Nous comptons maintenant plus de 80 avocats et nous donnons très régulièrement différents séminaires, webinaires, évidemment avec la période Covid que nous connaissons. On s'adapte et on utilise les moyens technologiques mis à notre disposition. Nous donnons des séminaires et pouvons vous assister dans les 4 grands thèmes que vous voyez apparaître sur votre écran, donc en droit privé de la construction, immobilier, bien entendu tout ce qui est droit public, marché public, etc. Le droit des sociétés, mais également tout ce qui est droit social et autres. Donc voilà, toute une équipe très motivée, très présente et à votre service pour répondre à toutes vos questions. Nous mettons ici nos coordonnées. Si vous souhaitez nous poser des questions après le séminaire, discuter d'un point que vous n'auriez peut-être pas compris, que vous souhaitez approfondir quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous appeler ou nous envoyer un mail. On se fera bien entendu un plaisir de vous répondre. Sachez aussi que durant toute la présentation, vous pouvez poser vos questions éventuelles via le chat de GoToWebinar. D'un point de vue purement pratique, nous tenterons de répondre à ces questions à la fin du séminaire, mais ne vous inquiétez pas si on voit qu'il n'y a pas assez de temps pour répondre à toutes vos questions. Nous avons un système qui permet d'enregistrer toutes les questions qui auront été posées et on se fera bien entendu un plaisir de vous répondre par email de manière plus étendue. Voilà. Je propose qu'on entre tout de suite dans le vif du sujet. Quels sont les pièges à éviter lors de l'établissement et le dépôt d'une offre? Alors, le processus de passation est un processus en plusieurs phases, comme vous le savez ou vous ne le savez peut-être pas encore, et nous avons distingué 4 grands points clés que l'on souhaitait analyser avec vous pour voir ensemble quels sont les points d'attention lorsque vous êtes soumissionnaire et vous vous intéressez à un marché public spécifique et que vous souhaitez déposer une offre pour ce marché. Donc, les 4 grands moments seront le point relatif à la publication, le moment de la publication, l'analyse des documents du marché, vérifier s'il y a éventuellement des erreurs, omissions et ou ambiguïtés dans ces documents du marché. Et enfin, nous analyserons d'un point de vue très pratique et sur base d'exemples pris dans la jurisprudence publiée, quels sont les pièges à éviter lorsque vous établissez, mais également lorsque vous déposez votre offre dans le cadre d'un marché public considéré.
Je vois juste quelques questions qui apparaissent déjà par rapport aux slides. Donc, effectivement, tous les slides de la présentation vous seront envoyés par mail après la présentation de ce jour. Et nous pouvons également vous envoyer une attestation de participation. Donc, aucun problème avec ces points-là. Voilà. En ce qui concerne la première phase, disons, de la procédure de passation, l'obligation de publication. Alors, dans la majorité des cas, les marchés publics doivent être publiés, soit au bulletin des adjudications s'il s'agit d'un marché qui ne dépasse pas les seuils de publicité européenne, mais dans certains cas, si les seuils sont dépassés, ces marchés publics doivent également être publiés au niveau européen, au journal officiel de l'Union européenne. Sachez que dans certains cas, il n'y a pas de publicité nécessaire ou obligatoire, mais vu le thème de ce séminaire aujourd'hui, nous ne rentrons pas dans les détails. Nous reviendrons un petit peu plus loin dans le cadre de cet exposé sur les différents seuils européens de publicité et leur implication au niveau de la passation des marchés. En ce qui concerne ensuite l'analyse des documents du marché, donc nous nous mettons dans un cas concret, vous êtes soumissionnaire, vous souhaitez participer à un marché public, déposer une offre et vous prenez connaissance du marché public en question et vous recevez donc les différents documents du marché qui sont mis à disposition par le pouvoir adjudicateur. Quels sont les points à analyser? Quelles sont les clauses qui doivent attirer votre attention au moment où vous recevez ces documents? Tout d'abord, il faut voir quels sont les critères de sélection qui sont prévus par les documents du marché. Qu'est-ce qu'un critère de sélection? Ce sont des critères qui sont établis par le pouvoir adjudicateur pour analyser l'aptitude du soumissionnaire ou du candidat intéressé à exécuter le marché. Alors concrètement, on va souvent faire référence à l'aptitude à l'exercice d'une activité professionnelle. On pense par exemple au fait que le soumissionnaire doit être dépositaire de certaines licences, certaines autorisations, par exemple pour les marchés publics de travaux, être inscrit à telle ou telle catégorie de travaux. On peut également prévoir des critères de sélection qui sont relatifs à la capacité économique et financière, par exemple en exigeant un chiffre d'affaires annuel minimal de plusieurs milliers ou plusieurs millions d'euros dans certains cas, ça dépend évidemment des marchés. Mais on peut également faire référence aux compétences techniques et professionnelles, par exemple en faisant référence aux qualifications du personnel. Je pense par exemple à un marché public qui aurait spécifiquement pour objet la rénovation de peintures très spécifiques, des peintures anciennes dans un bâtiment classé. Évidemment, il faudra démontrer dans ce cas-là que vous disposez de toutes les connaissances et les techniques nécessaires pour ce qui est peinture de rénovation plutôt que, entre guillemets, peinture générale d'un bâtiment. Donc, une fois que ces critères de sélection ont été analysés, que vous les avez constatés dans les documents du marché, il faut donc répondre à la question suivante. Est-ce que moi, soumissionnaire, je réponds à ces critères de sélection? Si la réponse est oui, très bien, on passe à l'étape suivante. Si la réponse est non, il faudra voir alors si vous pouvez éventuellement faire appel à la capacité d'un tiers. Donc, ça veut dire que vous faites appel, par exemple, à un sous-traitant, mais ça peut également faire appel à un autre entrepreneur, par exemple, qui fera une association momentanée avec vous et qui va véritablement mettre à disposition ses compétences techniques, professionnelles, etc., pour vous permettre de répondre aux critères de sélection fixés par le pouvoir adjudicateur. Une fois que ces critères de sélection ont été établis, il faut voir si le pouvoir adjudicateur établit des exigences minimales dans le document du marché. Alors, de quoi s'agit-il? Ce sont des exigences, donc, comme leur nom l'indique, qui sont posées par le pouvoir adjudicateur et qui ne peuvent en principe pas être modifiées et qui ne sont pas non plus négociables. La seule exception, selon nous, ce serait dans le cas où nous serions dans une procédure de passation, procédure négociée, sans publication préalable, et que le marché considéré soit inférieur au seuil de publicité européenne. Selon nous, c'est le seul cas dans lequel ces exigences minimales pourraient être ou pourraient faire l'objet d'une négociation avec le pouvoir adjudicateur. Et enfin, il faudra également voir quelles sont les spécifications techniques
qui sont mises en place par le pouvoir adjudicateur, qui sont exigées par lui. Ces spécifications techniques sont en général incluses dans une section distincte du cahier des charges, ce qui permet normalement de les retrouver assez rapidement, mais nous y reviendrons dans quelques instants. Une fois que les critères de sélection ont été établis, il faut voir ensuite quels sont les critères d'attribution qui sont établis par le pouvoir adjudicateur. Le principe, c'est qu'une fois que le pouvoir adjudicateur aura déterminé si les soumissionnaires peuvent effectivement être sélectionnés dans le cadre de ce processus de passation, il faudra procéder à une analyse des offres établies et choisir l'offre économiquement la plus avantageuse sur base de critères qui sont donc toujours établis par le pouvoir adjudicateur, qui sont a priori non négociables et qui sont bien entendu repris dans les documents du marché. Il y a plusieurs critères d'attribution possibles, on peut les combiner entre eux. Il est possible, par exemple, d'avoir le critère du prix, qui peut être pris comme l'unique critère d'attribution d'un marché public, mais on peut également le combiner avec le critère des coûts, en tenant compte du rapport coût-efficacité. On a mis par exemple l'achat de véhicules, il faudra prendre en compte, par exemple, si vous pensez à l'achat de véhicules qui sont spécifiquement des véhicules qui fonctionnent à l'électricité, voir quel est le coût de fabrication de ces véhicules, combien de kilomètres est-ce qu'ils peuvent effectivement réaliser sans passer par l'utilisation d'une nouvelle batterie ou ce genre de choses. Donc, tenir compte de ce rapport coût-efficacité, mais on peut également tenir compte du rapport qualité-prix sur la base du prix ou du coût et sur la base de critères qui doivent être bien définis, que ce soit d'un point de vue qualitatif, environnemental et ou social. Mais à nouveau, nous y reviendrons un petit peu plus tard dans le cadre de cette présentation. Et enfin, un dernier point d'attention que l'on voulait quand même mentionner, il faudra voir aussi si le marché considéré constitue un accord cadre, parce que en fonction des quantités minimales et maximales d'achat qui seront posées par le pouvoir adjudicateur, bien entendu, cela affectera le prix qui sera le prix de l'offre qui sera remise par l'adjudicateur. Parce que si on vous demande de produire, par exemple, ou de livrer 100 voitures électriques, le prix ne sera pas le même que si on vous demande d'en livrer 1000 sur la même période. Cela va de soi. Ensuite, de manière générale, il faut également vérifier quelle est la procédure de passation prévue par les documents du marché. Il peut s'agir d'une procédure en une ou plusieurs phases. Est-ce qu'il s'agit d'une procédure concurrentielle avec négociation? Donc, comme on en a discuté il y a quelques instants, est-ce qu'on va demander aux soumissionnaires de discuter du contenu de leurs offres, de les adapter, etc. Tout ceci a une influence sur la manière dont vous allez établir votre offre et analyser les documents du marché. Un point très important constitue la visite obligatoire du site. Très régulièrement, le pouvoir adjudicateur va demander aux soumissionnaires ou aux candidats intéressés de se rendre sur place pour prendre connaissance de certaines contraintes, que ce soit physiques, techniques, etc., de se rendre compte de l'environnement dans lequel le marché, très souvent de travaux, sera exécuté. Il faut faire attention à ce point-là parce que premièrement, d'un point de vue chronologique, cette visite obligatoire est prévue très peu de temps après la publication. Donc, il faut bien ne pas oublier de la noter dans son agenda, de se rendre sur place, surtout si les documents du marché prévoient qu'elle est obligatoire, et ne pas hésiter à poser à ce moment-là toutes les questions nécessaires au pouvoir adjudicateur si nécessaire. Enfin, il faudra voir si le marché, comme j'en parlais il y a quelques instants, est soumis ou non à la publicité européenne. S'il s'agit d'un marché européen, parce que dans le cas affirmatif, il faudra remplir un BUM, on y reviendra dans quelques instants, sauf dans certains cas de procédures négociées sans publication préalable. Et ensuite, pour votre information, on vous a mis les différents montants des seuils de publicité européenne pour les secteurs classiques. Sachez que les 4 premiers seuils, disons, qui sont repris sur le slide, sont valables jusqu'au 31 décembre 2021, mais qu'à partir du 1er janvier 2022, donc c'est dans déjà à peine un mois, nous aurons des seuils différents qui ont été un petit peu rehaussés. Donc, n'oubliez pas d'en tenir compte dans le cadre de vos futurs marchés.
Je vois ici une question sur quelle base juridique les seuils de publicité ont été modifiés. C'est suite à une impulsion européenne en fait que ça s'est réalisé et il y a eu un arrêté ministériel, si je ne me trompe pas, qui a été publié. Donc ça, on peut également vous le fournir si vous le souhaitez. Voilà, on arrive déjà à la troisième étape en ce qui concerne les erreurs, les omissions et les éventuelles ambiguïtés dans les documents du marché. Donc, vous analysez les documents du marché qui ont été établis par le pouvoir adjudicateur. Vous avez constaté que vous répondez à tous les critères d'attribution, les critères de sélection, etc. Mais vous constatez peut-être certaines erreurs, certaines contradictions dans les documents qui vous sont remis. Que faire à ce moment-là? Si vous constatez des erreurs ou des omissions qui vont rendre impossible l'établissement du prix ou la comparaison des offres, que faire dans ce cas? On a pris un exemple concret. Nous sommes dans le cadre d'un marché public de travaux et vous constatez qu'on vous demande de construire un bâtiment en béton armé, mais qu'il n'y a pas de données dans les documents du marché sur les armatures, de sorte que vous ne pouvez pas calculer les quantités d'acier nécessaires pour construire ce bâtiment. Alors, que faire? Il faut à ce moment-là absolument informer le pouvoir adjudicateur au moins 10 jours avant la date de dépôt des offres et ce délai est très important à retenir. Le pouvoir adjudicateur reçoit votre question, votre remarque. S'il estime la remarque pertinente, ou en tout cas si la remarque est pertinente, le pouvoir adjudicateur doit vérifier si le délai pour soumissionner doit être prolongé. Je reprends l'exemple qui est pris à la première ligne. Si vous posez votre question 11 jours avant la date de dépôt des offres et que le pouvoir adjudicateur se rend compte qu'il devra faire appel à des bureaux d'études spécialisés, etc., et qu'il aura besoin, par exemple, de 15 jours pour vous revenir avec l'information demandée, il est bien entendu nécessaire que le délai pour déposer les offres soit décalé dans le temps afin de permettre au pouvoir adjudicateur de retrouver cette information, de la transmettre au soumissionnaire et de permettre ensuite aux soumissionnaires d'avoir le temps d'adapter leur offre ou en tout cas de l'établir conformément à ce qui est demandé par le pouvoir adjudicateur. Alors, vous pourriez dans certains cas vous dire « oui, mais je n'ai pas très envie de dénoncer ça, je pense que c'est suffisamment clair, je vais simplement rajouter un prix ». Dans ce cas-là, vous prenez le risque, selon nous, que votre offre soit écartée du chef d'irrégularité, parce que le pouvoir adjudicateur pourrait considérer que votre offre est basée sur une interprétation erronée des documents du marché, vous ajoutez peut-être quelque chose qui n'était pas prévu, de sorte que le pouvoir adjudicateur estime qu'il ne peut pas comparer votre offre aux autres qui auraient été déposées par les autres soumissionnaires. Donc, notre conseil pour ce cas-là est posez vos questions au pouvoir adjudicateur ou en tout cas informez-le de ces erreurs ou éventuelles omissions qui, selon vous, rendent impossible l'établissement du prix ou la comparaison des offres. Que se passe-t-il si vous constatez un manque de clarté dans les documents du marché? Dans ce cas-là aussi, notre conseil, demandez une explication au pouvoir adjudicateur. Il faut alors à ce moment-là vérifier si les documents du marché prévoient une manière spécifique et formaliste de poser ces questions. Il est possible que le pouvoir adjudicateur prévoit dans les documents du marché que les questions doivent être posées uniquement par courriel, que ces questions doivent être posées sur une plateforme déterminée, doivent être envoyées par courrier recommandé, etc., etc. Bien vérifier également le délai en lequel vous devez déposer ou poser ces questions, demander ces explications au pouvoir adjudicateur. Sachez qu'il n'y a pas de délai légal qui est prévu par la réglementation. Par analogie, on aurait tendance à considérer qu'il faudrait mieux poser ces questions, tout comme pour les erreurs et omissions qui rendraient impossible l'établissement du prix et la comparaison des offres, au moins 10 jours avant la date limite pour déposer les offres. Nous avons mis un point d'interrogation parce que, comme je le dis, il n'y a pas de délai légal qui est prévu. Il faut de toute façon vérifier ce qui est prévu dans les documents du marché, mais à titre de précaution, si rien n'est prévu, nous conseillons de poser votre question ou de demander vos explications au moins 10 jours avant la date limite pour déposer votre offre. Et enfin, un dernier point concerne la contradiction entre les documents.
Malheureusement, c'est un cas que l'on rencontre assez régulièrement dans la pratique, c'est qu'on constate que les plans ne correspondent pas à ce qui est prévu dans le cahier des charges ou que le maîtrise récapitulatif ou l'inventaire ne correspond pas à ce qui est repris dans les plans. Dans ce cas-là, si les plans se contredisent entre eux, le soumissionnaire peut se baser sur l'hypothèse la plus favorable pour lui, à moins que les autres documents du marché ne donnent des précisions à cet égard. Donc, il faut bien toujours tout analyser et le soumissionnaire peut alors se baser sur l'hypothèse la plus favorable pour lui, si les plans se contredisent. Voilà, et sinon, c'est la hiérarchie qui s'applique, donc les plans priment sur le cahier spécial des charges, qui lui-même prime sur le maîtrise récapitulatif ou l'inventaire. Voilà. Un dernier point. Supposons que vous remarquiez lors de l'analyse des documents du marché qu'en réalité, le marché semble être taillé sur mesure pour un concurrent ou que vous pensez être capable d'exécuter le marché, mais que les critères de sélection, très souvent il s'agira de dispositions techniques, sont en réalité si stricts qu'il n'est pas possible de vous y conformer. Alors selon nous, il y a deux options qui peuvent être suivies. La première, c'est d'écrire une lettre au pouvoir adjudicateur, poser la question, demander des explications et interroger le pouvoir adjudicateur sur la raison pour laquelle il a choisi telle ou telle disposition technique et exprimer vos doutes par rapport à votre analyse des documents du marché. Dans certains cas, malheureusement, le pouvoir adjudicateur ne va pas répondre à ce courrier ou en tout cas répondra de manière un petit peu vague, ce qui fait que vous n'avez pas de réponse à votre question. Vous pouvez alors introduire un recours contre les documents du marché. Vous pouvez, bien entendu, également directement introduire un recours contre ces documents du marché sans écrire au pouvoir adjudicateur. Donc, bien entendu, c'est beaucoup plus agressif. On conseille quand même d'écrire au minimum une lettre au pouvoir adjudicateur, quitte à demander à ce qu'il réponde en ayant un délai très strict et très restreint. Mais le fait d'introduire un recours contre les documents du marché est de toute façon à considérer comme quelque chose, disons, d'agressif vis-à-vis du pouvoir adjudicateur. Donc, il y a toujours ces considérations commerciales qui viendront en ligne de mire pour pour analyser est-ce que peut-être que dans le futur, vous souhaitez participer à d'autres marchés publics, est-ce que vous avez une bonne relation commerciale avec le pouvoir adjudicateur, etc. Donc, on en tiendra évidemment compte. Sachez que si vous introduisez une demande de suspension vis-à-vis des documents du marché, ça n'implique pas automatiquement que le marché vous sera attribué dans le cas où vous obtiendriez raison. De manière générale, et vous le savez probablement, on peut introduire un recours en suspension ou un recours en annulation contre les documents du marché. Les délais sont les suivants. 15 jours après la publication des documents du marché pour ce qui concerne la suspension et 60 jours en ce qui concerne l'annulation. Mais ici, on parle bien de recours contre les documents du marché. Donc, on est déjà à un stade, disons, plus antérieure à une contestation de la décision d'attribution. Donc, c'est la raison pour laquelle nous voulions analyser avec vous la jurisprudence du Conseil d'État, plus spécifiquement du côté flamand en réalité, pour voir les différences avec la jurisprudence francophone du Conseil d'État. Le premier arrêt dont on voulait discuter avec vous concerne l'affaire Labonorme, qui est, dont certains d'entre vous auront très certainement entendu parler. La question était la suivante, s'il y avait des discussions en jurisprudence, parce que avant cet arrêt Labonorme, on estimait que le cahier spécial des charges devait être considéré comme une décision préparatoire du pouvoir adjudicateur, qui a donc des conséquences juridiques sur la situation du soumissionnaire et qui peuvent déterminer le contenu de la décision finale du pouvoir adjudicateur. De sorte qu'on estimait que si le soumissionnaire avait des problèmes, disons, par rapport au cahier spécial des charges, il devait directement attaquer ce cahier spécial des charges, lui causant grief, sous peine de ne plus pouvoir introduire un recours par la suite, par exemple au moment où il conteste la décision d'attribution sur les clauses du cahier spécial des charges qu'il contestait. L'arrêt Labonorme a très clairement indiqué qu'un cahier spécial des charges peut faire l'objet d'un recours en suspension dès son adoption, donc
concrètement, vous recevez les documents du marché, vous constatez qu'il y a des clauses qui sont illicites ou sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Vous pouvez introduire un recours en suspension en déant les 15 jours après la publication ou un recours en annulation en déant les 60 jours. Mais, et c'est très important, le Conseil d'État précise que cela ne vous empêche pas d'invoquer ces clauses illégales par la suite au moment où vous introduiriez éventuellement un recours en annulation ou en suspension contre la décision d'attribution du marché. Donc ça, c'est un arrêt véritablement de principe très très important qui est venu mettre fin à une discussion qui avait lieu depuis plusieurs années dans la jurisprudence. Puis, on a eu un arrêt Néorec qui est venu un peu jeter un pavé dans la mare, qui a d'une première part confirmé la jurisprudence la bonne norme en disant, voilà, le Conseil d'État a adopté la doctrine de la bonne norme, la requérante peut invoquer l'illégalité du cahier des charges à l'appui de son recours contre les décisions attaquées, donc elle peut utiliser l'illégalité qu'elle a constatée dans le cahier des charges pour appuyer son recours en annulation, en suspension contre la décision d'attribution, même si elle n'a pas contesté devant le Conseil d'État la décision fixant le cahier des charges en tant que tel. Donc, on confirme de manière tout à fait claire la jurisprudence la bonne norme, mais, et un petit peu de manière assez inattendue, le Conseil d'État indique encore mais il pourrait en être autrement si, par exemple, le cahier des charges avait exigé que les problèmes de légalité immédiatement apparents soient signalés au pouvoir adjudicateur et que le demandeur avait ignoré cette obligation. Donc, le Conseil d'État indique qu'il n'y a pas de problème pour attendre de contester la décision d'attribution pour, à ce moment-là, contester également les clauses du cahier des charges qui seraient illégales, mais si le cahier spécial des charges prévoyait une clause indiquant que les illégalités du document du marché devaient être invoquées immédiatement ou en déant un certain délai et que vous n'avez pas respecté ce délai, alors, a priori, il ne vous est plus possible d'invoquer ces illégalités dans les documents du marché. On a eu ensuite deux autres arrêts que nous avons sélectionnés qui sont venus confirmer la jurisprudence la bonne norme et un autre qui est même venu indiquer qu'en réalité, la disposition contestable dans l'arrêt Néorec n'était qu'un obliter dictum. Donc, on cite ici l'arrêt d'Ex Algemeen Ondernemingen, donc un arrêt néerlandophone, qui condamne en fait les clauses contractuelles qui impliquent que les soumissionnaires devraient immédiatement s'opposer aux dispositions du cahier des charges, sinon à peine de ne plus pouvoir introduire de recours par la suite. Donc, c'est très clair. Cette jurisprudence confirme que même si le cahier spécial des charges prévoit une telle clause qui imposerait aux soumissionnaires d'introduire un recours contre les clauses du cahier spécial des charges en déant un certain délai, peu importe. Le plus important, c'est que le soumissionnaire a toujours la possibilité d'invoquer ces illégalités au moment où il introduit un recours contre la décision d'attribution. Donc ça, c'est très, très important. Il y a aussi le fait dans cet arrêt qu'on rappelle que le soumissionnaire doit être vigilant pour signaler un problème avec le cahier des charges. Donc, le Conseil d'État dans cet arrêt admet qu'on ne peut pas demander aux soumissionnaires qui établissent leur offre de se concentrer sur sur toutes les clauses du cahier spécial des charges, de les analyser en détail et de se poser des questions par rapport à la légalité ou non de certaines clauses, lorsque le but principal finalement de cette analyse des documents du marché, c'est de rédiger et d'établir une offre. Mais on rappelle, faites attention, si vous avez des problèmes, si vous avez des questions, posez-les au pouvoir adjudicateur et ne restez pas, entre guillemets, sans rien faire ou ne restez pas muet. Et comme je vous le disais juste avant, l'arrêt Refutex a même indiqué dans cet arrêt qu'en réalité, la disposition contestable Néorec n'était qu'un obliter dictum. Ce qu'il faut retenir, c'est que du point de vue du côté francophone, dans les champs francophones du Conseil d'État, on applique la jurisprudence la bonne norme. Et donc, même si vous ne contestez pas directement les dispositions d'un cahier spécial des charges, vous aurez toujours la possibilité d'utiliser ces illégalités
au moment où vous introduisez un éventuel une décision d'attribution du pouvoir adjudicateur. Voilà. Et j'en arrive déjà à la fin de la première partie. Je laisse directement la parole à Mathieu Thomas pour les pièges à éviter lors de l'établissement et le dépôt. Voilà, petit jeu de chaises musicales. Bonjour et bienvenue à tous. Moi, je vais me concentrer essentiellement sur les pièges à éviter lors de l'établissement et le dépôt de l'offre, avec des exemples assez concrets de pièges que l'on rencontre dans la pratique, qui donnent lieu notamment de la jurisprudence, et on verra également des pièges un peu actuels qui sont liés à soit un revirement de jurisprudence, soit à de nouvelles règles, parce que l'on sait, comme d'habitude, que lorsqu'on établit de nouvelles règles, de nouvelles questions se posent et de nouveaux problèmes se posent. Comme Mélissa l'a indiqué, pour ceux qui sont moins familiers avec la réglementation des marchés publics, avec la procédure de passation, il y a donc 3 grandes étapes de manière générale en matière de marchés publics. Il y a donc l'étape de l'analyse de l'aptitude du soumissionnaire à exécuter le marché. On analyse les motifs d'exclusion et les critères de sélection. Il y a la deuxième partie où on va examiner la régularité de l'offre, et enfin la troisième partie où on va comparer les offres entre elles et déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse. Au niveau de l'aptitude du soumissionnaire à exécuter le marché, je vous l'ai dit, il y a 2 étapes en quelque sorte dans cette première étape. C'est l'analyse des motifs d'exclusion et des critères de sélection. Pour les motifs d'exclusion, il y a notamment le respect du paiement des cotisations NSS, le respect du paiement des obligations fiscales, il y a le fait de ne pas avoir été condamné pour un certain nombre d'infractions, il y a aussi le fait de ne pas être coupable d'une faute professionnelle grave. Ce sont les motifs d'exclusion les plus connus. Il y a également les critères de sélection, et ça, comme Mélissa l'a dit dans la première partie de l'exposé, c'est par exemple les références, l'agréation des entrepreneurs de travaux, c'est par exemple aussi la qualification des membres du personnel du soumissionnaire. Comment fournir des preuves par rapport au respect des critères de sélection et des motifs d'exclusion? Tout dépendra de la valeur du marché. Si nous sommes dans un marché au-dessus des seuils européens, le législateur a prévu un instrument que tous les praticiens des marchés publics connaissent bien, c'est ce fameux DUM. Auparavant, avant le DUM, c'est le document unique des marchés européens, avant le DUM, le soumissionnaire devait réunir un certain nombre de documents à déposer dans son offre ou dans son dossier de candidature. Il devait demander à l'ONSS une attestation qui démontrait qu'il était en règle avec le paiement de ses cotisations ONSS. Il devait faire la même chose au niveau des obligations en matière fiscale. Il devait demander le casier judiciaire. Il devait donc demander tout un tas de documents à des autorités publiques pour pouvoir les verser dans chacun de ces dossiers de candidature ou de ces dossiers d'offres. Idem en ce qui concerne les critères de sélection. Si le pouvoir adjudicateur demandait un certain nombre de références, le soumissionnaire devait joindre à son offre les références, il devait joindre les CV des membres de son personnel. C'était donc un travail assez fastidieux et le législateur européen a dit « je veux simplifier les choses et je vais établir un DUM ». Et le DUM, il s'agit d'une déclaration sur l'honneur propre et actualisée qui est acceptée par le pouvoir adjudicateur à titre de preuve a priori en lieu et place de tous ces documents concernant les causes d'exclusion et les critères de sélection. Et ce n'est que par rapport au soumissionnaire qui a remis la meilleure offre que le pouvoir adjudicateur va réclamer tous les documents en lien avec les causes d'exclusion et les critères de sélection. Ça, c'est pour la théorie. Pour tous les praticiens des marchés publics qui doivent déposer un DUM, ce n'est pas aussi simple que ça.
vous savez très bien que remplir un DIM, c'est assez fastidieux. Donc, l'objectif de simplification est à moitié rempli. Les deux éléments importants sur lesquels nous voulions insister aujourd'hui dans le cadre de ce séminaire, par rapport aux pièges à éviter lors de l'établissement d'une offre, c'est attention, lorsqu'il s'agit d'un marché au-dessus des seuils européens, il faut déposer le DUM. Ne pas déposer le DUM constitue un motif d'irrégularité substantielle de l'offre. Pas de DUM, votre offre est irrégulière et nulle, elle doit être écartée. Et la jurisprudence dit bien, ce motif ne peut pas être corrigé ultérieurement. Pas question donc pour le pouvoir adjudicateur de vous demander de déposer le DUM que vous auriez omis de déposer avec votre candidature ou avec votre offre. Ce motif ne peut pas être régularisé. Il y a néanmoins une certaine souplesse du Conseil d'État dans le cas édicté dans le dernier bullet point. Si le DUM est incomplet, en l'espèce, il manquait certaines pages. Si ce DUM est incomplet en raison d'une mauvaise manipulation par le soumissionnaire, le Conseil d'État a déjà admis que ce n'était pas un motif d'irrégularité substantielle. Donc, premier piège à éviter lorsque on est face à un marché européen en matière de sélection, c'est veiller à bien déposer votre DUM. Deuxième point à propos duquel nous voulions attirer votre attention, c'est si vous faites appel à des entités tierces, comme l'a dit Mélissa, c'est si pour remplir un critère de sélection, vous devez faire appel à un sous-traitant ou à une maison mère, par exemple, eh bien, il faut remplir un DUM distinct pour cette entité tierce. Ça, c'est pour les marchés au-dessus des seuils européens. Pour les marchés en dessous des seuils européens, le législateur belge a été tellement convaincu par le système européen qu'il a interdit d'utiliser le DUM. Et donc, il est interdit d'utiliser le DUM. On a un système un peu hybride, c'est le fait que, en déposant une offre, le soumissionnaire déclare implicitement sur l'honneur qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion. Et pour ne pas faire simple, cette déclaration sur l'honneur ne vise pas les critères de sélection, ça ne vise que les critères d'exclusion, c'est par exemple être en règle avec les cotisations NSS, être en règle avec le paiement des impôts, ne pas avoir été condamné en matière pénale. Donc ça ne concerne que les cas d'exclusion, pas les critères de sélection, et encore, ça ne concerne pas tous les critères d'exclusion, ça concerne uniquement les critères d'exclusion pour lesquels le pouvoir adjudicateur a un accès gratuit via des bases de données. On pense notamment à Télémark. Et donc, vous ne devez pas transmettre les documents qui sont accessibles par le pouvoir adjudicateur via les bases de données. On pense aux cotisations NSS, on pense au respect des obligations de paiement en matière fiscale, mais par exemple, les casiers judiciaires, c'est un document qui n'est pas accessible gratuitement par le pouvoir adjudicateur via une base de données. Donc, ce document, il faudra le transmettre avec votre offre. Vous voyez que le système qu'on a voulu, en fait, plus facile pour éviter de transmettre tout un tas de documents qui, la plupart du temps, n'étaient même pas consultés par le pouvoir adjudicateur parce que ces documents concernaient des soumissionnaires qui n'avaient pas déposé la meilleure offre. Ce système de simplification pose quand même un certain nombre de questions et ne facilite pas toujours la vie des praticiens. Que se passe-t-il si je ne respecte pas un motif d'exclusion? Deux cas de figure sont possibles. S'il s'agit d'un motif d'exclusion obligatoire ou facultatif, il vous appartient de démontrer de votre propre initiative que vous avez pris des mesures correctrices. C'est un nouveau système issu du droit européen, donc issu des directives de 2014. Vous pouvez, si vous vous trouvez dans un cas d'exclusion, néanmoins être sélectionné si vous prouvez que vous avez pris des mesures correctrices. Par exemple, si vous avez été condamné en matière pénale, vous pouvez démontrer que vous avez coopéré de manière active dans le cadre de l'enquête. Vous pouvez aussi démontrer que vous avez maintenant un règlement interne
la société pour prévenir toute nouvelle infraction. Ce sont des mesures correctrices qui peuvent être avancées pour démontrer que, certes, vous êtes dans un motif d'exclusion, mais que vous avez pris des mesures pour que ça ne se reproduise plus. Le point sur lequel nous voulions insister aujourd'hui, c'est qu'il vous appartient, si vous êtes dans ce cas-là, de démontrer par vous-même dans votre offre que vous avez pris ces mesures correctrices. N'attendez pas que le pouvoir adjudicateur vous pose la question. Prenez l'initiative au risque de voir votre offre être écartée parce que vous vous trouvez dans un motif d'exclusion. Il y a un deuxième point par rapport au motif d'exclusion en raison de dette fiscale et sociale. C'est un peu différent parce qu'ici, il y a une possibilité de régularisation. En d'autres termes, le pouvoir adjudicateur peut vous demander, dans les 5 jours ouvrables, de régulariser votre situation de manière très claire. La régularisation de la situation, c'est payer vos dettes en matière fiscale et sociale. Je vois qu'il y a un certain nombre de questions. J'y répondrai à la fin de l'exposé. Ne vous inquiétez pas. Autre point sur lequel nous voulions attirer votre attention en matière de sélection qualitative, c'est les éventuels pièges par rapport aux références, par rapport à l'expérience. Généralement, on vous demande des références de marchés similaires au cours des 3 ou des 5 dernières années. Quelle est la période à prendre en considération? Si par exemple, on lance un marché en 2021 et on vous dit vous devez nous produire vos références au cours des 3 dernières années, de quelles années est-ce qu'il s'agit? 2021, 2020, 2019? Et c'est à partir du 1er janvier 2019 ou au fait du 1er janvier 2018. Si les documents du marché n'indiquent rien, ce qu'il faut retenir, c'est que la période de référence commence à dater de la publication de l'avis de marché. Attention, ça ne commence pas à dater du jour du dernier délai pour déposer son offre, c'est à dater de l'avis de marché. Donc, soyez toujours attentifs avec vos références. Regardez si elles sont, d'un point de vue temporel, toujours pertinentes. Il y a eu de la jurisprudence par rapport à cette question, où une référence était valable si on prenait en considération comme point de départ la publication, pardon, le dernier jour pour déposer l'offre, mais elle n'était plus valable, cette référence, si on prenait comme point de départ la publication de l'avis de marché. Donc, soyez attentifs pour bien sélectionner vos références. Deuxième point sur lequel nous voulions insister, c'est que lorsque vous invoquez une référence, vous devez démontrer que vous avez concrètement réalisé les prestations de la référence. On vous a mis 2 exemples issus de la jurisprudence sur le slide. Dans le premier cas, un soumissionnaire, qui était l'entrepreneur général d'un autre marché, invoquait pour le marché en question une référence de travaux, mais qui avait été réalisée en réalité par son sous-traitant et non pas directement par lui. Or, ce sous-traitant n'était pas impliqué dans l'offre pour le nouveau marché. Et la jurisprudence a considéré que le soumissionnaire, qui était l'entrepreneur général, mais qui n'avait pas lui-même réalisé les travaux dans la précédente référence, ne pouvait pas se prévaloir, dans le cadre du nouveau marché, de cette référence parce qu'il n'avait pas directement exécuté les travaux. Même chose dans le deuxième cas cité dans le slide. L'expérience d'un groupement d'entreprises auquel le soumissionnaire a pris part dans le cadre d'un marché public, il ne peut s'en prévaloir, cette expérience, que s'il a effectivement et concrètement participé à la réalisation du marché. Il arrive parfois qu'on fasse partie d'un groupement d'entreprises et puis il se fait qu'on n'exécute pas concrètement le marché. Si il s'avère qu'on n'a pas concrètement réalisé le marché, on ne peut pas se prévaloir en principe de cette référence. Dernier point en matière de sélection qualitative et de référence, c'est un cas que j'ai connu parce qu'il y a eu un recours que j'ai traité. Ça peut paraître assez formaliste, mais le Conseil d'État l'a admis. C'est si les documents du marché exigent que la référence soit présentée sur une fiche signalétique particulière, faites-le. Ne vous contentez pas de transmettre votre fiche en quelque sorte type.
que vous utilisez pour différents marchés. Si on vous demande d'utiliser une fiche signalétique particulière, faites-le, parce que dans le cas que j'ai rencontré, le soumissionnaire avait vu son offre écartée pour non-respect de cette exigence. Le Conseil d'État a considéré que l'écartement de l'offre pour non-respect de cette exigence n'était pas disproportionné. Autre point important en matière de sélection qualitative, c'est la question des entités tierces. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, il est tout à fait possible d'invoquer une référence ou invoquer un chiffre d'affaires d'une autre société pour démontrer que l'on respecte les critères de sélection. Mais il faut que vous disposiez dans votre offre ou dans votre dossier de candidature d'un engagement de cette entité tierce de mettre à disposition ses moyens, à votre disposition ses moyens. La pratique belge est généralement l'engagement unilatéral inconditionnel, c'est-à-dire que l'entité tierce va signer un engagement unilatéral inconditionnel en disant « oui, je m'engage bien dans le cadre de ce marché ». Et donc, cet élément permet d'invoquer avec succès sa capacité, par exemple en matière de référence ou de chiffre d'affaires. Il faut disposer de cet engagement et il faut le verser dans le dossier de candidature d'offre pour ne pas que l'on considère que vous invoquez une référence d'une entreprise, mais il n'apparaît pas clairement quel lien vous avez avec cette entreprise, ni si cette entreprise va concrètement effectuer des prestations dans le cadre de ce marché. Autre élément très important en matière de sélection qualitative de l'entité tierce, c'est que l'engagement doit avoir été effectivement pris à la date limite du dépôt du dossier de candidature ou de l'offre. Pas question en quelque sorte de dire je me réfère pour les critères de capacité économique et financière au chiffre d'affaires de ma maison mère. Et puis, lorsque le pouvoir adjudicateur vous pose la question, mais pourriez-vous me montrer l'engagement de votre maison mère à mettre ses moyens financiers à votre disposition, de venir avec un document qui serait postérieur à la date limite du dépôt du dossier de candidature de l'offre, au risque que le pouvoir adjudicateur vous dise mais cet engagement n'avait pas été pris au moment du dépôt de votre offre, il est pris a posteriori. Je ne peux donc pas l'accepter parce qu'au moment du dépôt de votre offre, il y avait une incertitude sur cet engagement. Et troisième conseil, troisième piège à éviter, ça c'est d'un point de vue purement concret et on le rencontre parfois nous-mêmes lorsqu'on doit déposer des offres dans le cadre de marchés publics de services juridiques. Bien demander à temps à vos partenaires entités tierces les documents qu'ils doivent remettre et toujours les vérifier. La plupart du temps, on reçoit les documents à la dernière minute et puis on se rend compte qu'il y a des difficultés ou parfois on n'a même pas le temps de les vérifier. Et puis c'est après que les questions arrivent et que les problèmes arrivent. Encore un petit point en matière de sélection qualitative par rapport à l'agréation des entrepreneurs de travaux. C'est quelque chose qu'on a parfois tendance à oublier. Mais en matière d'agréation de travaux, et donc il y a des classes à respecter, il y a des catégories de travaux, donc le pouvoir adjudicateur dit tel marché rentre dans telle classe et dans telle catégorie, c'est par exemple les travaux routiers ou les travaux d'égouttage, etc. Le pouvoir adjudicateur fixe la catégorie, mais l'agréation dans une catégorie n'entraîne pas nécessairement l'agréation dans les sous-catégories. Je prends par exemple la catégorie D qui est entrepreneur général de travaux. Eh bien, en réalité, si vous êtes agréé dans la catégorie D, vous n'êtes agréé dans aucune des sous-catégories, qui concernent par exemple le carrelage, etc., sauf la catégorie D1, ça c'est l'exception. Mais donc, attention, si vous êtes agréé dans une catégorie, ça ne veut pas nécessairement dire que vous êtes agréé dans les sous-catégories. Et donc, veillez bien à examiner la catégorie qui vous est demandée dans le cahier spécial des charges et à respecter cette catégorie. Nouveauté, même si ça ne concerne pas nécessairement un piège en tant que tel, mais nouveauté depuis 2017, le candidat, le soumissionnaire, peut faire appel à l'agréation d'un sous-traitant en vue de sa sélection, mais ça c'était un point
annexes. Voilà en ce qui concerne l'aptitude du soumissionnaire à exécuter le marché, les motifs de sélection, les critères d'attribution, et pardon, les critères de sélection, certains pièges que l'on rencontre fréquemment dans la pratique. Au niveau maintenant de la régularité de l'offre, pour ceux qui sont moins familiers de la réglementation des marchés publics, qu'est-ce que c'est l'examen de la régularité de l'offre? On va examiner si l'offre est conforme aux exigences des documents du marché, à la réglementation des marchés publics et à certaines dispositions du droit du travail, du droit social et du droit de l'environnement. Il y a des cas où la réglementation dit très clairement c'est un cas d'irrégularité substantielle. Par exemple, le non-dépôt du DUM est un cas d'irrégularité substantielle. Et lorsqu'on est dans un cas d'irrégularité substantielle, l'offre doit être écartée, en tout cas en procédure ouverte. Je ne me penche pas sur les cas en procédure négociée, etc. Mais en procédure ouverte, s'il y a une irrégularité substantielle, votre offre est nulle. Toute irrégularité doit être qualifiée de substantielle ou de non substantielle. Et lorsqu'on constate que lorsqu'on dévie des exigences de documents du marché, on dévie de la réglementation des marchés publics, le pouvoir adjudicateur doit se poser la question: est-ce que cette déviation par rapport à ce qui est imposé dans les documents du marché crée pour le soumissionnaire un avantage discriminatoire? Est-ce qu'il y a une distorsion de la concurrence? Est-ce qu'il est impossible d'évaluer l'offre ou de la comparer avec les autres? Ou est-ce que ça rend l'engagement du soumissionnaire inexistant, incomplet ou incertain? Si on constate un de ces effets par rapport à la déviation proposée par le soumissionnaire dans son offre doit être déclarée affectée d'une irrégularité substantielle et doit être écartée. Un certain nombre de pièges à éviter sont listés dans le slide 28. On va en parcourir certains de manière plus détaillée dans les slides suivants. Petit aperçu, il faut bien évidemment remplir le formulaire d'offre, remplir généralement le formulaire d'offre qui est annexé avec le document du marché. Il faut remplir le maîtrise récapitulatif ou l'inventaire, c'est-à-dire bien remplir les prix au regard des différents postes du marché. Il faut utiliser une langue qui est admissible par rapport à l'endroit où le pouvoir adjudicateur se trouve. Très important, il faut déposer une offre à temps et en une fois, on le verra. On verra également de manière plus approfondie la signature par là où les personnes compétentes. Très important, toujours ajouter les documents prescrits à peine de nullité au risque que votre offre soit déclarée substantiellement irrégulière. Très important aussi, respecter la forme demandée par les documents du marché, transmettre les documents demandés par les documents du marché, même s'ils ne sont pas prescrits à peine de nullité, parce que le pouvoir adjudicateur pourrait considérer qu'en ne déposant pas tous les documents ou en ne déposant pas tous les documents sous la forme demandée, en réalité, votre engagement à exécuter le marché conformément aux conditions du marché n'est pas établi et donc que votre offre est affectée d'une irrégularité substantielle. Mélissa en a parlé, bien veiller à joindre l'attestation de visite des lieux si l'absence de visite des lieux, si cette visite des lieux est prescrite à peine de nullité, sinon risque d'irrégularité substantielle. Bien veiller à respecter les exigences minimales et éviter évidemment de remettre des prix qui sont irréalistes, pas de prix anormalement bas ou anormalement élevés. Et donc, on va voir quelques-uns de ces points d'attention plus en détail dans les slides qui suivent. Mais, première chose, et cela peut paraître logique pour les praticiens des marchés publics, mais pour ceux qui sont un peu moins familiers, ils peuvent légitimement se poser la question: est-il possible en réalité de déposer plusieurs offres pour un même marché? La réponse de principe est non. Il n'est pas possible de déposer plusieurs offres pour un même marché. L'idée de la réglementation des marchés publics, c'est de contraindre les soumissionnaires à déposer leur meilleure offre directement. Il n'est pas possible non plus de déposer une offre sous forme de catalogue qui comprendrait diverses propositions alternatives entre lesquelles le pouvoir adjudicateur doit choisir.
Je vois une question par rapport à l'irrégularité substantielle. Je vais revenir peut-être donc au slide précédent. Donc, l'irrégularité substantielle, c'est si vous ne respectez pas une prescription du cahier spécial des charges. Le cahier spécial des charges vous dit par exemple, vous devez remettre tel document, vous ne le faites pas, donc il y a une déviation de votre offre par rapport à ce qui est exigé dans le cahier spécial des charges. Ça, c'est une irrégularité. Et alors, il faut la calculer de substantielle ou de non substantielle selon l'effet que cette déviation a sur le contenu de votre offre. Donc, si par cette déviation, en réalité, vous vous octroyez un avantage par rapport aux autres soumissionnaires, il s'agit d'une irrégularité substantielle. Mais je vais y revenir avec d'autres exemples et vous comprendrez peut-être encore mieux la différence d'un point de vue concret entre irrégularité substantielle et irrégularité non substantielle. Je vois une autre question de M. Pilato, et effectivement, ça va être dans le slide. Si nous avons deux sociétés, peut-on répondre par le biais de deux offres via les deux sociétés différentes? Ça n'est pas un point spécifiquement visé par le slide, mais je vais quand même répondre à la question. Mais donc, est-il possible de déposer plusieurs offres pour un même marché? La réponse de principe est non. Il est néanmoins possible pour un opérateur économique de déposer une offre en qualité de soumissionnaire et d'être sous-traitant d'un autre soumissionnaire dans une autre offre. Ça a été admis par la jurisprudence. Quid maintenant d'une offre déposée par un opérateur économique seul et une autre offre déposée par une société momentanée dont cet opérateur économique fait partie? Est-ce que c'est permis ou est-ce que ce n'est pas permis? Dans une espèce qui a eu à trancher le Conseil d'État, le pouvoir adjudicateur avait écarté les deux offres et le Conseil d'État a dit non, pouvoir adjudicateur, vous avez d'abord une obligation de vérifier concrètement si le dépôt de ces deux offres entraîne une perturbation ou non de la concurrence. Et donc, il y a d'abord un examen à faire au préalable avant de considérer tout de suite que les deux offres sont irrégulières. Alors, pour répondre spécifiquement à la question, c'est un bullet point que je n'ai pas mis, mais il y a eu récemment un arrêt du Conseil d'État où deux sociétés différentes avaient déposé deux offres différentes. Et il était apparu en réalité que ces deux sociétés avaient le même gérant, que ce gérant avait signé les offres, les deux offres, qu'il y avait vraiment une similarité entre les conditions de ces deux offres, mais que le prix était différent. Et dans ce cas-là, le Conseil d'État et le pouvoir adjudicateur avant lui avaient considéré qu'il y avait trop d'indices d'une entente entre ces deux sociétés. Et donc, les deux offres ont été déclarées irrégulières. Et donc, si vous voulez déposer deux offres via deux sociétés différentes, j'ai envie de dire, il faut essayer de le faire de manière subtile. Ça ne doit pas être le même gérant qui doit signer les deux offres. Essayez que les deux offres ne se ressemblent pas et changer uniquement les prix. Voilà, donc ce n'est pas interdit si vous le faites de manière subtile. Voilà, mais il y a toujours un risque que le pouvoir adjudicateur considère qu'en réalité, il y a une entente entre vous. Donc, voilà ce que je pouvais répondre par rapport à cette question. J'ai vu qu'il y avait d'autres questions avant, mais comme je l'ai dit, je y reviendrai dans le courant de l'exposé. Pardon, à la fin de l'exposé. Autre point par rapport aux spécifications techniques. Vous le savez, le pouvoir adjudicateur a le choix du mode de formulation des spécifications techniques. Il peut utiliser une norme ou il peut utiliser des exigences fonctionnelles, c'est-à-dire je souhaiterais que le marché réponde à tel et tel besoin, mais sans fixer de normes. Si maintenant, vous avez des matériaux, des produits ou des procédés qui ne répondent pas à la norme, est-ce que ça entraîne l'écartement de votre offre? Je vois une question. Les deux offres devraient-elles être déposées en même temps ou l'une après l'autre? Est-ce que vous pourriez peut-être un peu préciser votre question et puis j'y reviendrai à la fin de l'exposé.
Voilà, mais donc si les matériaux, produits ou procédés que je veux proposer ne sont pas conformes aux instruments de normalisation, j'ai le droit en tant que soumissionnaire de démontrer par toute voie que la solution que j'offre répond finalement à ce qu'exige cet instrument de normalisation. Certes, mon produit ne dispose pas de la norme, mais en réalité, il respecte les exigences de la norme. Eh bien, il est tout à fait possible de déposer une offre avec des produits qui ne disposent pas de cette norme, mais vous devez prendre l'initiative vous-même dans votre offre de prouver que les matériaux que vous proposez satisfont de manière équivalente aux exigences telles que formulées dans les documents du marché. Comment? La réglementation dit par tout moyen approprié, ça peut être un rapport d'essai, certificat délivré par un organisme d'évaluation de la conformité ou un dossier technique du fabricant. Autre point très important, c'est par rapport à la correction des erreurs dans les quantités. Et il y a depuis 2017 des changements essentiellement pour les marchés de travaux et donc il faut être très attentif par rapport à ça. Dans le métrais, généralement dans les marchés de travaux, il y a soit des quantités forfaitaires, soit des quantités présumées. Les quantités forfaitaires, l'opérateur économique donne un prix fixe pour une certaine quantité, pour la quantité forfaitaire, et après l'exécution, la quantité effectivement réalisée ne sera pas mesurée de nouveau, et le prix fixe doit être payé. Et donc, finalement, qu'on ait mis en œuvre plus ou moins de quantité que ce qui était prévu, le prix fixe doit en toute hypothèse être payé. En ce qui concerne maintenant les quantités présumées, elles sont évidemment présumées au stade de la passation, et après l'exécution, les quantités sont mesurées et elles sont payées en fonction des quantités qu'on a mises en œuvre, concrètement, et en fonction du prix unitaire de l'offre. Ça, c'est pour la distinction entre quantités forfaitaires et quantités présumées. Que se passe-t-il maintenant si vous pensez qu'il y a une erreur dans les quantités mentionnées pour un poste dans les documents du marché et que vous souhaitez corriger dans le métrais récapitulatif cette erreur? Pour les quantités forfaitaires, désormais, depuis 2017, elles peuvent toujours être corrigées, même sans autorisation expresse des documents du marché. C'était déjà le cas pour les marchés de travaux, c'est désormais le cas également pour les marchés de services et de fournitures. Quantités forfaitaires, elles peuvent toujours être corrigées, même sans autorisation expresse des documents du marché. Les quantités présumées, vous pouvez les corriger, mais à deux conditions. Si les documents du marché l'autorisent explicitement, et si la correction en plus ou en moins atteint au moins 10% du poste concerné. Avant, c'était 25, maintenant, c'est 10. Mais cette règle, donc cette règle d'une correction possible moyennant ces deux conditions, cette règle est désormais applicable au marché de travaux, et ça, c'est très important. Désormais, pour les marchés de travaux, vous ne pouvez corriger les quantités présumées que si vous respectez ces deux conditions. Si les documents du marché vous autorisent à le faire, et si la correction en plus ou en moins atteint au moins 10% du poste concerné. On va voir les conséquences si vous ne respectez pas ces conditions. La réglementation indique que vous devez ajouter une note justificative pour justifier la raison pour laquelle vous corrigez une quantité, et le rapport au roi indique bien que le défaut de note ne constitue pas un motif d'irrégularité substantielle. La seule conséquence du défaut de note, c'est que le pouvoir adjudicateur ne comprendra peut-être pas pour quel motif vous avez corrigé et donc n'acceptera pas votre correction de quantité. Quelles sont les conséquences possibles si vous corrigez des quantités présumées alors que cette modification n'était pas autorisée? Eh bien, dans l'arrêt du 23 janvier 2018 qui est sur le slide, le pouvoir adjudicateur avait ramené la quantité à la quantité initiale et donc il avait constaté que le soumissionnaire avait corrigé l'offre, corrigé la quantité alors qu'il ne le pouvait pas. Il a ramené à la quantité initiale le poste de cette offre et un concurrent a attaqué cette manière de procéder du pouvoir adjudicateur et le Conseil d'État lui a donné raison à ce concurrent évincé en disant que
le pouvoir adjudicateur, en ramenant la correction à la quantité initiale, alors qu'on n'était pas dans les conditions pour corriger les postes à quantité présumée, eh bien, le pouvoir adjudicateur avait initié l'ensemble de la procédure de comparaison des offres. Et donc, cela a des conséquences assez drastiques. Regardez donc bien lorsque vous corrigez des quantités présumées, si vous vous trouvez dans les conditions pour ce faire. Ici, c'est un slide pour votre information, mais je ne l'aborde pas de manière spécifique aujourd'hui. Supposons maintenant que vous ne soyez pas d'accord avec certaines exigences ou conditions du marché. Qu'est-ce que vous pouvez faire? 3 options s'offrent à vous. Soit rédiger une lettre au pouvoir adjudicateur. Il est préférable de ne pas la soumettre en même temps que l'offre, sinon on risque de vous dire que votre offre est irrégulière. Vous pouvez aussi contester la décision d'approuver les documents du marché. Vous pouvez aussi très bien décider de ne pas soumissionner si en réalité il y a une exigence avec laquelle vous n'êtes pas du tout d'accord. Mais ce que vous ne pouvez pas faire, c'est ajouter des réserves ou ajouter des conditions. Ça n'est pas autorisé. Le risque, c'est que votre offre soit considérée comme affectée d'une irrégularité substantielle. Donc, pour revenir à une des questions qui avait été posée, admettons que les documents du marché exigent, imposent à l'adjudicataire une obligation de résultat et que vous ne pouvez pas accepter cette obligation de résultat. Et vous vous dites, je ne peux pas accepter cette obligation de résultat, je vais dire dans mon offre que je m'engage qu'il y a une obligation de moyens. Il s'agit d'une réserve, il s'agit d'une condition, il s'agit d'une déviation par rapport aux exigences du marché. Et dans ce cas-là, vous vous octroyez en quelque sorte un avantage par rapport aux autres soumissionnaires. Évidemment, le risque financier que vous prenez est moins important, ce qui vous permet de remettre une offre qui est plus compétitive. Et dans ce cas-là, votre offre est affectée d'une irrégularité substantielle. Donc, vous ne pouvez pas dire, moi, cette exigence d'une obligation de résultat, je ne peux pas l'accepter, je ne m'engage qu'à une obligation de moyens. Le risque très probable est que votre offre sera déclarée substantiellement irrégulière et donc nulle. C'est donc ça la question de l'irrégularité substantielle. Dévier par rapport aux conditions établies par les documents du marché, vous octroyez un avantage par rapport aux autres concurrents parce que votre offre, vous pouvez remettre un prix plus bas parce que votre engagement est moins contraignant que l'engagement des autres, c'est une irrégularité substantielle. Autre point très important, il n'est pas possible non plus de limiter votre responsabilité. Par exemple, vous ne pouvez pas dire moi, je ne m'engage qu'à hauteur de 10 millions d'euros, par exemple. Ma responsabilité est plafonnée à 10 millions d'euros. Ici aussi, vous vous octroyez un avantage discriminatoire par rapport à vos autres concurrents. Et cet avantage discriminatoire vous permet de proposer un prix qui est plus compétitif. Dans ce cas-là, il y a une distorsion de la concurrence de par le contenu de votre offre. Et donc, ça, vous ne pouvez pas faire parce que votre offre sera très probablement écartée pour irrégularité substantielle. Ce que vous pouvez donc faire, c'est soit ne pas soumissionner, si vous vous dites les risques sont beaucoup trop élevés, soit contester la décision d'approuver les documents du marché, soit essayer de faire changer d'avis le pouvoir adjudicateur. Voilà un certain nombre d'exemples de ce que je vous ai dit, des exemples donc, tirés de la jurisprudence. Il nous reste 20 minutes, je vais encore aborder quelques pièges à éviter, notamment en matière de signature. Signature par qui? Signature toujours par l'organe compétent ou par une personne porteur d'une procuration. Le risque, si l'offre n'est pas signée par l'organe compétent ou une personne porteuse d'une procuration, c'est que l'offre soit ici aussi considérée comme substantiellement irrégulière. Et donc, avec votre offre, toujours joindre les statuts, vos statuts, avec le pouvoir de représentation,
avec copie de l'acte de nomination de la personne qui signe, en disant, voilà, cette personne, c'est l'administrateur, c'est un administrateur, ou c'est un gérant si on est dans une SRL, même si maintenant, mais pour les SRL, on l'appelle administrateur, donc c'est l'ancien gérant. Donc, toujours joindre vos statuts et la copie de l'acte de nomination de la personne qui signe. Ou s'il s'agit d'une personne qui a un mandat spécial pour signer les offres en marché public, copie de cette procuration. Donc, deux possibilités. Soit c'est l'organe compétent, on va voir qui sont les organes compétents dans chaque société, soit c'est une personne qui a reçu un mandat spécial de la société pour signer une offre en marché public. Les organes compétents pour les sociétés simples, c'est tous les associés ensemble, sauf si les statuts en disposent autrement. Pour les sociétés à responsabilité limitée, avec le nouveau code des sociétés et des associations, maintenant on parle de sociétés à responsabilité limitée, c'est les anciennes SPRL et les anciennes coopératives. Ce sont les administrateurs individuellement, sauf stipulation contraire dans les statuts. Et pour les sociétés anonymes, le principe, c'est que c'est le conseil d'administration réuni, sauf si les statuts en disposent autrement. Et l'exception la plus courante, c'est le pouvoir de représentation externe. C'est cette fameuse clause dans les statuts où on dit la société est valablement représentée par deux administrateurs signant conjointement. Donc, généralement, dans les SA, l'organe compétent, c'est deux administrateurs signant conjointement. La question qui se pose, c'est est-ce que l'administrateur délégué est compétent pour signer une offre en marché public? Le principe, c'est que l'administrateur délégué ne peut pas légalement signer une offre en marché public. C'est une jurisprudence constante du Conseil d'État depuis des années. Déposer une offre en marché public ne constitue pas un acte de gestion journalière. Maintenant, si l'administrateur délégué signe l'offre non pas en tant qu'administrateur délégué, mais en tant que mandataire spécial parce qu'il a reçu un mandat spécial pour signer les offres en marché public, ça c'est admis. Mais alors là, il ne signe pas en tant qu'administrateur délégué, mais il signe en tant que mandataire spécial. Ça, c'est donc la jurisprudence constante du Conseil d'État, constante jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau code des sociétés et des associations. Pourquoi? Parce que à l'article 721 du code des sociétés et des associations, maintenant est défini ce qu'est un acte de gestion journalière. Il y a une disposition similaire pour les sociétés à responsabilité limitée. A est un acte de gestion journalière, un acte qui ne va pas au-delà des besoins de la vie quotidienne de la société, ou un acte qui, en raison de son intérêt mineur ou de son urgence, ne justifie pas l'intervention de l'organe du conseil d'administration. Et très récemment, le 5 février 2021, le Conseil d'État a eu à connaître d'une espèce où un concurrent contestait la décision du pouvoir adjudicateur d'admettre une offre qui avait été déposée et signée par l'administrateur délégué. Et le concurrent évincé avait dit, mais le pouvoir adjudicateur ne pouvait pas accepter cette offre qui était uniquement signée par l'administrateur délégué sur base de la jurisprudence constante que je vous ai expliquée. Non, un administrateur délégué ne peut pas légalement signer une offre en marché public. Et ce que le Conseil d'État a dit, en réalité, il a un peu botté en touche et il a dit aux requérants, aux soumissionnaires évincés, vous ne pouvez pas vous contenter de contester la décision du pouvoir adjudicateur d'admettre cette offre en vous basant sur l'ancienne interprétation jurisprudentielle de la notion de gestion journalière, parce que cette notion de gestion journalière est maintenant consacrée dans le Code des sociétés et des associations. Donc le Conseil d'État a dit, en quelque sorte, vous ne venez pas avec des arguments suffisants pour me permettre de définir si oui ou non, désormais, un administrateur délégué peut signer une offre en marché public. Et donc, ce recours a été rejeté.
ça ne veut pas dire que le Conseil d'État a admis que le dépôt d'une offre faisait partie de la gestion journalière, c'est juste que dans le cas d'espèce, il n'a pas réellement pris position. Ce qui signifie que la signature d'une offre par l'administrateur délégué reste toujours une opération risquée. Signature, comment signer? Pour ceux qui sont familiers avec la plateforme e-procurement, il faut se rendre sur la plateforme e-tendering. Tout se fait maintenant de manière informatique via donc la signature électronique qualifiée. Au niveau des critères d'attribution, je n'ai pas grand-chose à vous dire par rapport aux pièges à éviter. Une question qui se pose avant d'aborder le dernier point sur le dépôt physique de l'offre sur la plateforme, par rapport à tout ce que je vous ai dit en matière de sélection et de régularité, est-ce qu'il est possible, en quelque sorte, d'être repêché par le pouvoir adjudicateur, par exemple parce qu'on n'a pas remis tel et tel document qui était pourtant exigé par les documents du marché? Il est prévu dans la réglementation que le pouvoir adjudicateur peut toujours demander des documents manquants, mais il ne pourra accepter ces documents manquants et donc qui lui seraient transmis a posteriori, après le délai de dépôt des offres. Il ne pourra accepter ces documents manquants, le pouvoir adjudicateur, que si ces documents ne modifient pas l'offre et s'il est établi que l'élément à démontrer était déjà disponible à la date limite de dépôt de l'offre. C'est ce que je vous ai expliqué, notamment par rapport aux engagements des entités tierces. Il faut évidemment que cet engagement ait été pris non pas a posteriori et qu'on vienne avec un document parce qu'on nous l'a demandé. Non, il faut que cet engagement ait été pris avant la date limite de dépôt des offres. Et ce qu'il faut retenir, et ça c'est très important, c'est que cette faculté pour le pouvoir adjudicateur de vous interroger pour vous demander des précisions ou des documents manquants, il s'agit bien d'une faculté et non pas d'une obligation pour le pouvoir adjudicateur. Et le Conseil d'État attache une grande importance à la diligence du soumissionnaire lors de l'établissement de son offre. Si le soumissionnaire a oublié de remettre des documents ou des informations, en quelque sorte, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Il ne doit pas attendre du pouvoir adjudicateur qu'il essaye de le repêcher, qu'il essaye de corriger son offre. C'est pour ça qu'il faut être très attentif à bien vérifier quels documents me sont demandés pour bien transmettre ces documents, parce que si je ne le fais pas, le risque, c'est qu'on ne m'interroge pas pour compléter mon offre et que mon offre soit écartée. Dernier élément de la présentation, et puis j'en viendrai aux questions-réponses. Comment déposer? Vous le savez, il faut utiliser la plateforme e-tendering. Le mieux, c'est évidemment de créer votre profil d'utilisateur bien à l'avance. Et il est toujours possible après de télécharger votre offre et tous les documents annexes par après. Que se passe-t-il si la plateforme ne fonctionne pas? On va le voir avec des exemples concrets. Attention aussi, et vous le voyez dans le slide, c'est un copy-paste en néerlandais, mais ça existe aussi en français. Attention aux limites de la plateforme. Par exemple, chaque document ne peut pas faire plus de 80 mégas. Tous les documents ne peuvent pas faire plus que 350 mégas. Il ne peut pas, par exemple, y avoir plus de 50 documents par offre. C'est très important. On le verra aussi dans un exemple tiré de la jurisprudence. Donc, veillez bien, lorsque vous avez vos documents, à vérifier si on ne dépasse pas une de ces limites. Que se passe-t-il donc si la plateforme ne fonctionne pas? Un arrêt de 2020, le dépôt des offres devait avoir lieu le 18 décembre 2019 à 15h au plus tard. Un soumissionnaire informe à 15h04 le pouvoir adjudicateur qu'il a des difficultés pour se connecter à la plateforme e-procurement et il indique « j'ai des difficultés depuis 13h54 à me connecter ». En désespoir de cause, il transmet son offre par courrier électronique, donc pas sur la plateforme à 15h49. Vous le voyez, c'est donc plus de 40 minutes après la date et l'heure ultime pour le dépôt des offres. Le pouvoir adjudicateur a déclaré cette offre irrégulière, car non seulement tardive, et en plus déposée par courrier électronique, alors qu'il fallait utiliser la plateforme
e-procurement. Le Conseil d'État a validé la décision du pouvoir adjudicateur de rejeter cette offre. Il l'a validée pour quelle raison? Parce que le soumissionnaire n'avait pas établi à suffisance que l'indisponibilité de la plateforme lui était étrangère, qu'il s'agissait d'une cause qui lui était étrangère. Ça pouvait très bien résulter de difficultés qui lui étaient propres d'accéder à la plateforme, et donc il n'avait pas pu prouver, ce soumissionnaire, que les difficultés qu'il avait rencontrées étaient bien liées au dérangement sur la plateforme informatique, et donc son offre a été déclarée irrégulière et le Conseil d'État a validé cette décision du pouvoir adjudicateur. Dans un arrêt antérieur de 2017, le soumissionnaire avait été plus prévoyant. Le dépôt des offres devait avoir lieu le 15 septembre 2017 à 12 heures et le soumissionnaire avait rencontré des problèmes et il avait fait des captures d'écran, il avait fait donc des screenshots où on voyait à 11h39, donc 21 minutes avant la date ultime et l'heure ultime pour le dépôt des offres, il avait pris un screenshot où on voyait service temporairement inaccessible. Et il avait également pris un screenshot à 11h47 où on indiquait merci de contacter le webmaster parce qu'il y a un problème. Dans le cas d'espèce, les parties requérantes ici, parce qu'il s'agissait d'une association, avaient récolté des preuves de ce qu'on était bien dans un cas de force majeure où c'était bien la plateforme informatique qui rencontrait des problèmes. Et donc, très important, si vous avez des problèmes pour vous connecter à la plateforme, il faut prouver que ces problèmes sont bien des problèmes de la plateforme et non pas des problèmes qui vous sont propres. Et donc, réservez-vous bien des preuves à cet égard. Problème informatique, aussi un arrêt du 23 mars 2021, et ça, je vous avais dit qu'il était très important de vérifier le volume de vos documents. À première vue, le Conseil d'État a dit, parce que le soumissionnaire ici n'avait pas pu déposer ces documents parce qu'ils dépassaient les limites de la plateforme électronique, le Conseil d'État a dit non, le soumissionnaire, normalement le dirigeant, aurait dû vérifier que les fichiers de l'offre ne dépassaient pas les limites de la plateforme électronique avant de commencer à télécharger son offre. Voilà ce que nous pouvions dire par rapport aux pièges à éviter lors de l'établissement et le dépôt des offres en marché public. On vous a fait une petite checklist avec tous les éléments à bien vérifier avant de déposer votre offre pour vous dire si oui ou non je risque de voir mon offre écartée pour irrégularité ou le risque que je ne sois pas sélectionné parce que je ne remplis pas les critères de sélection. Voilà, je vois qu'il nous reste quelques minutes. Je vais passer en revue les questions. Donc, la question de Madame Trion, les deux offres devraient-elles être déposées en même temps ou l'une après l'autre? Donc ça, je pense ici qu'il faudrait déposer les offres l'une après l'autre. Donc c'était le cas où on était où un même soumissionnaire, enfin, où deux sociétés liées déposaient une offre en commun, où deux soumissionnaires déposaient deux offres distinctes, mais que ces deux soumissionnaires étaient liés. Ici, je vous conseillerais, pour ne pas attirer l'attention, de déposer les offres l'une après l'autre. Il y avait une question également de Madame Kuhn. Engagement tiers, peut-on indiquer que l'accord a été donné avant, mais que la preuve, la déclaration est donnée après, pour ne pas antidater la déclaration? Par la présente, nous confirmons par écrit. Je dirais que c'est possible si l'accord a bien effectivement été donné préalablement. Sinon, il s'agirait d'une déclaration qui n'est pas correcte. Et donc, ça n'est pas incompatible de dire, voilà, j'avais donné mon accord à la date due. Autre question. Dans certains appels d'offres, le pouvoir adjudicateur demande d'être certifié ISO 9001. Quelles mesures correctrices peuvent être invoquées dans ce cas? Donc, c'est
ça voudrait dire, en réalité, les mesures correctrices, c'est plutôt pour les motifs d'exclusion et pas tellement pour les critères de sélection. Ici, la norme ISO 9001, c'est plutôt avoir une licence. Et si vous n'avez pas cette certification ISO 9001, je pense que vous pouvez prouver par tout moyen qu'en réalité, vous remplissez les exigences qui sont celles de la norme ISO 9001. Donc, en tant que tel, il ne s'agit pas d'une mesure correctrice, parce que vous n'êtes pas dans un cas d'exclusion, c'est juste que vous ne respectez pas, enfin, vous n'avez pas la norme ISO 9001. Mais si vous démontrez en réalité que les exigences de la norme, vous les respectez, je pense qu'à partir de ce moment-là, on peut considérer que vous respectez l'exigence d'être certifié ISO 9001. À propos de la jurisprudence, la bonne norme, le soumissionnaire doit donc attaquer les documents du marché dans les 15 à 60 jours de leur publication pour que le recours soit accepté. Ils ne peuvent donc plus agir une fois que le marché est attribué. Par rapport à la jurisprudence, la bonne norme, il faut, en réalité, la jurisprudence, la bonne norme dit vous pouvez contester dans les 15 à 60 jours de la publication des documents du marché, vous pouvez, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez très bien attendre jusqu'à la décision d'attribution et on ne pourra pas vous le reprocher. Et donc la jurisprudence évoquée par Mélissa avec les clauses néo-règles, c'était pour finalement contraindre en quelque sorte les soumissionnaires à attaquer directement, mais la jurisprudence à bonne norme est très claire. Vous pouvez attaquer directement, mais vous n'êtes pas tenu de le faire. Et si vous ne le faites pas, on ne pourra pas vous reprocher de venir, au moment de la décision d'attribution, contester le cahier spécial des charges. Et ça, cette jurisprudence, elle est claire du côté francophone, et d'ailleurs, la jurisprudence la bonne norme, c'est une jurisprudence qui avait été rendue en Assemblée générale par le Conseil d'État, donc c'est très clair. Avec la jurisprudence la bonne norme, vous pouvez contester les documents du marché au moment de la décision d'attribution. Voilà, je ne sais pas si vous avez encore d'autres questions. Je pense aussi qu'il est 15h27, on a donc respecté le timing. Vous avez encore 3 minutes si vous voulez poser vos questions. N'hésitez pas non plus à poser vos questions par écrit lorsque vous recevrez les slides. Il y a donc nos coordonnées ici, à Mélissa et à moi-même. Voilà, je vois qu'il n'y a plus de questions. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Merci.